Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Indivox Academy. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Quilès, que je remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler des places de la femme, des femmes dans le monde de la santé. Alors, comme d'habitude, on va se donner 2 ou 3 minutes pour laisser rentrer les derniers retardataires. Et puis, on va lancer ensuite l'interview avec Emmanuel Quilès, présidente de Janssen France, mais aussi à l'initiative de l'association Donner des ailes, E2LES, aux femmes dans le monde de la santé. Alors, en attendant que tout le monde arrive, euh, quelques mots sur Invivox. Donc, moi, je suis le fondateur de Invivox. Aujourd'hui, on est une petite quarantaine installée à Bordeaux. Et Invivox est une plateforme qui centralise des contenus de formation online, on-site, à la demande, et qui rend ce contenu visible auprès des professionnels de santé. Quelques chiffres, les chiffres sont têtus. On a eu plus de 10 000 professionnels de santé qui se sont formés grâce à Invivox au mois de février 2021. C'est 2000 de plus qu'en janvier et on espère faire évidemment encore mieux en mars prochain. Voilà, on a plus de 2000 offres de formation qui sont listées. On travaille avec des hôpitaux, avec des organismes de formation, mais aussi de plus en plus avec des fabricants du dispositif médical et des laboratoires pharmaceutiques. Avant de nous lancer dans cette interview, je vous donne les prochains topos à venir, les prochains talks des semaines prochaines. Donc, jeudi midi, nous aurons l'extrême plaisir d'accueillir Laurie Marot, qui est maîtresse de conférence à l'EHESP et qui viendra nous parler des grands défis pour la santé dans le futur. Le jeudi suivant, le 1er avril, je prendrai la parole sur un sujet qui me tient à cœur, qui est les données. Et justement, dans le monde digital, le Never Stop Tracking, qui permet de calculer le retour sur investissement de toutes les actions et de suivre les utilisateurs de nos différents événements. Et enfin, nous aurons le plaisir extraordinaire d'accueillir Alain Cribier, le professeur Alain Cribier, qui est l'inventeur du TAVI, qui viendra nous parler justement de la folle histoire du TAVI, de son idée, de la conception jusqu'à la commercialisation. Voilà pour les prochaines formations à venir. Je vous propose de démarrer cette interview avec Emmanuelle Quilès, présidente de Janssen France, mais également, et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui, à l'initiative de l'association Donner des ailes aux femmes dans le monde de la santé. Vous connaissez le topo. Pour poser des questions, vous pouvez utiliser l'icône Q&R, les deux petites bulles de BD qui sont dans le menu. Et à l'issue de l'interview, nous piocherons dans les questions que nous poserons directement à Emmanuel. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je propose de démarrer cette présentation, cette interview directement avec Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel Quilès, d'avoir accepté notre interview. Bonjour, Et bonjour. c'est moi qui suis très honorée, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Emmanuel, on va commencer par une première question. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'association Donner des ailes aux femmes dans le monde de la santé, et qu'est-ce qui vous a motivé justement à créer ce mouvement? Alors, je vous l'avais dit, Julien, c'est difficile en fait comme ça, d'emblée à brûle-pourpoint, de parler directement de l'association sans la remettre dans son contexte. Donc, je suis un petit peu obligée en fait de reparler de l'entreprise dans laquelle j'évolue pour qu'on puisse voir la situation d'où on part en fait. Donc, peut-être si vous voulez montrer quelques chiffres que j'aimerais partager avec vous, c'est des chiffres qui concernent la mixité au sein de l'entreprise que je dirige. Et chez Janssen, en fait, on a un index sur la parité qui est à 93. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est cet index qui a été lancé assez récemment par Madame Pénicaud. Vous voulez passer la slide sur laquelle je souhaite partager ces chiffres? Voilà. En fait, on met beaucoup d'actions en œuvre au quotidien, mais c'est aussi sur un tempo qui est poussé de façon très forte par le groupe depuis des années. Donc, c'est un groupe qui est engagé depuis de très, très nombreuses années sur le sujet de la mixité et qui en a fait quelque part son ADN parce que la diversité et le pluriculturel, c'est quelque chose d'important.
Donc, vous le voyez sur la slide ici, il y a non seulement des chiffres dont moi je suis fière et dont mon équipe est aussi très fière au quotidien, mais vous voyez des actions qu'on met en œuvre pour recruter, pour développer, organiser la mobilité et la promotion des collaboratrices de façon paritaire avec ce qu'on met en œuvre pour des hommes. Donc, c'est un sujet qui me passionne, dont je pourrais parler pendant des heures. J'aime à parler de la fierté qu'on a à avoir un congé paternité qui est de 8 semaines rémunéré au sein de l'entreprise à travers le monde entier, quel que soit le pays dans lequel on opère, et à parler aussi de la façon qu'on a de recruter maintenant depuis peu d'années. Et je crois que ça commence à monter au sein de pas mal d'organisations. C'est le fait qu'on ait non seulement un nombre de candidats, on fait en sorte que ce soit autant d'hommes que de femmes qu'on est dans les candidats interviewés, mais aussi le fait qu'on ait des panélistes, c'est-à-dire les personnes qui interviewent, qui soient autant des hommes que des femmes, pour essayer de diminuer les biais. Voilà, donc avant de parler de l'association Donner des ailes, voilà ce que je voulais partager avec vous pour vous dire, je me considère quelqu'un d'extrêmement chanceux d'être dans une telle organisation. Et c'est ça, en fait, qui m'a inspiré de lancer l'association Donner des ailes. Parce que, en fait, pour beaucoup de personnes qui sont là, j'imagine, et d'auditeurs qui écoutent cette discussion, on connaît une situation à l'hôpital qui est franchement différente quand on a l'opportunité de discuter avec des femmes qui sont médecins et qui évoluent dans un monde où finalement on retrouve un véritable plafond de verre que moi je soupçonnais quand j'en discutais avec des femmes, avec des organisations. Et donc, on s'est dit, sur la région de Lyon, à un moment, on était un certain nombre de femmes qu'on avait rencontrées, directrices d'hôpital, des entrepreneuses, des personnes qui évoluaient dans des organisations comme ça. Et on s'est dit, il faudrait qu'on organise une discussion pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que ce plafond de verre, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il saute, ou en tout cas faire évoluer la situation. Parce qu'on sentait des véritables tensions et beaucoup de femmes qui finalement, elles, n'arrivaient pas à progresser. Et voilà, après ce forum, on s'est dit, bon, ça a l'air d'avoir une vraie traction, donc probablement c'est un sujet. Et on s'est dit, voilà, on va donner des ailes à la santé. Alors au départ, ce n'était pas une association, c'était simplement un collectif. Et puis on l'a transformé en association loi 1901. Voilà, donc c'est vraiment un signe qu'on a des personnes qui se sont engagées sur cette thématique-là. Et on a mené notamment un baromètre en 2020, on en a refait un en début d'année en 2021, parce qu'on veut absolument mesurer un certain nombre de choses en lien avec avec ce plafond de verre que j'évoquais. Et si vous voulez bien, moi je veux bien partager quelques chiffres. C'est parfait, vous préemptez ma deuxième question, justement, c'est parfait. Donc, ce baromètre, je crois que c'est en avant-première que vous partagez avec nous quelques chiffres et les résultats de ce deuxième baromètre. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez montrer les chiffres, parce qu'ils sont assez explicites et impressionnants, je pense, vous pouvez le voir. Là, vous voyez qu'on a un nombre de médecins qui sont des femmes qui est important. En revanche, quand vous regardez à gauche le chiffre de 19%, vous voyez que c'est très peu de femmes qui sont finalement des PUPH et très peu qui occupent d'autres postes à responsabilité, comme celui de doyen au sein d'un établissement. Voilà. Et pourtant, le chiffre qu'on connaît aujourd'hui extrêmement bien, c'est qu'on a quand même 70% des étudiants en médecine qui sont des femmes. Donc, il y a quand même une énorme disparité et on sent que ce chemin est encore très, très long. Donc ça, c'est pas ce que nous a révélé le baromètre, ça je vais revenir dessus, mais je pense qu'il faut déjà qu'on ait bien ça en tête. Le constat de base, c'est celui-là en fait. Alors, sur ce qu'on a pu mesurer à travers le baromètre, et là encore, je vais vous suggérer de passer la slide d'après. En fait, c'est un manque de mixité qui est criant et qui est choquant, pas seulement pour les femmes, mais qui est aussi choquant pour les hommes. Parce que quand on leur pose la question, eux aussi, ils voient très bien ces discriminations. Donc, évidemment, on a mesuré dans une période qui était courte, sur un an, entre début 2020 et 2021,
on n'a pas vu que la discrimination s'améliorait, et j'allais dire bien au contraire. 95% des hommes constatent qu'il y a des discriminations, 87% des femmes disent qu'elles en ont été victimes, et ça fait 11% de plus cette année vis-à-vis de l'année dernière, et 78% des femmes pensent que les hommes sont plus sollicités pour des activités de représentation qu'elles-mêmes. Et vous le savez tous, vous l'avez vu dans les mois passés, le nombre d'experts médecins sur les plateaux de TV, à part Karine Lacombe, est quand même assez impressionnant. Voilà, donc ça saute vraiment aux yeux. Donc en fait, c'est ce que nous a révélé ce baromètre, c'est vraiment ce manque de mixité avec des tâches qui sont réparties de façon inégale entre les sexes. Merci Emmanuel. Alors peut-être avant de passer à la prochaine question, on va interroger l'auditoire du jour sur la discrimination au sein de votre entité. Donc je lance un sondage tout de suite, j'ouvre le vote. Donc vous voyez, la question qu'on vous pose, c'est « Et vous, comment jugez-vous la place des femmes au sein de votre entité ?» Vous avez la possibilité, vous avez 3 options. Pas d'inégalité entre hommes et femmes au sein de votre entité. Ou bien, deuxième option, les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilité. Et troisième possibilité, les hommes sont sous-représentés dans les postes à responsabilité dans votre entité. Donc, 3 options. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour voter, puis ensuite je vais mettre fin au vote et partager les résultats. Et je laisserai Emmanuel commenter les résultats. Hop, 3, 2, 1. Je mets fin au vote. Vous êtes 72% à avoir voté. Et je partage les résultats avec tout le monde. Voilà, Emmanuel, les résultats au sein de notre audience du jour. Alors, écoutez, moi je trouve ça extraordinaire. Si vous ne voyez pas d'inégalité entre hommes et femmes pour les postes à responsabilité dans votre organisation, c'est un chiffre qui est très très fort. Donc, vous pouvez vous féliciter d'être là où vous êtes, parce que probablement, ce n'est pas totalement représentatif sur un certain nombre d'organisations à ce jour. Et en fait, c'est ce vers quoi donner des ailes. Ce à quoi on voudrait s'attaquer et accompagner les organisations qui veulent faire évoluer ça. Donc, les hommes sont sous-représentés, ça on le retrouve parfois, mais ça reste très mineur. Et je pense que c'est important qu'on arrive à évaluer aujourd'hui le fait qu'on a des organisations qui ont différents niveaux d'avancement. Et nous, notre perception, c'était vraiment qu'on voyait une différence énorme entre des entreprises privées qui sont très engagées et finalement des organisations publiques qui souvent, en fait, peuvent avoir un discours qui n'est pas discriminant publiquement, mais dans les faits, administrativement, qui n'aide pas les femmes à pouvoir occuper ces postes à responsabilité. Voilà. Donc, le sondage est rassurant. Ça veut dire qu'on a aussi des personnes qui sont engagées et prête à avancer et accompagner les autres. On ne vous entend pas, Julien, en fait. Ouais, décidément. Merci Emmanuel. Alors, j'ai une question qui s'inscrit dans la suite logique. Au niveau de la crise actuelle, est-ce que cette crise, est-ce qu'elle a amélioré ou bien est-ce qu'elle a détérioré la place des femmes dans le monde de la santé ? Alors, on voit, c'est difficile pour moi de vraiment parler d'amélioration. Je vais vous dire pourquoi. Si vous comparez, donc je disais 2 années qui sont assez proches, et vous pouvez passer la slide suivante parce que c'est là où on a comparé. En fait, on voit un léger mieux sur les comportements sexistes ou le harcèlement, qui sont en baisse de 4 points, comme vous pouvez voir dans les questions qu'on a posées. On voit aussi une baisse de 5 points sur le nombre de femmes qui sont victimes de gestes à connotation sexuelle, une baisse identique sur les femmes ayant entendu des questions intrusives sur leur vie privée ou sexuelle. Par contre, une chose qui est en hausse, c'est les femmes médecins qui sont attaquées sur leurs compétences. Et c'est ça qui est inquiétant. Enfin, moi, quand je regarde et quand j'ai lu en fait ces résultats, je me suis dit finalement,
il y a une sorte de petite musique qu'un certain nombre de personnes entendent, et notamment les hommes, qu'il y a des comportements qu'on ne peut plus avoir, donc probablement qu'on voit commencer à baisser, voilà, un certain nombre de gestes ou des questions intrusives, donc on sait que ça ne se fait plus, c'est pas à la mode et c'est risqué. En revanche, attaquer sur les compétences, ça continue à être un petit peu l'attaque facile et la façon de rabaisser les femmes. Donc, si vous voulez, moi, quand je vois ces chiffres, voilà, quand on fait un tour rapide comme ça, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une amélioration. Absolument. Merci Emmanuel. Alors, justement, face à ce constat, hein, quels sont les grands défis qui attendent l'association en 2021? Alors, les grands défis pour 2021, alors là, cette slide, elle répondait un peu à autre chose, mais on peut passer aux grands défis. Je sais pas, est-ce que vous me posez la question de façon précise? Pour moi, les grands défis, c'est le fait qu'il est temps d'agir, en fait. Maintenant qu'on est capable de mesurer, parce que jusqu'ici, on ne mesurait pas, maintenant, on a assez d'informations pour dire finalement qu'il va falloir que les choses changent et que ça doit être aussi porté par les médecins eux-mêmes. Donc, vous le voyez, il y a un certain nombre de mesures qui sont attendues, comme toujours, et des professionnels de santé qui pensent que si on arrivait à mettre plus de parité dans l'organisation, ça apporterait des bénéfices qui sont listés ici et qui sont des choses extrêmement importantes pour nous tous et pour faire en sorte que l'hôpital, finalement, représente mieux la société et sache mieux accueillir les citoyens de façon juste. Donc, pour moi, les défis, ils sont, je vais dire, c'est surtout celui d'engager dans le mouvement les organisations. Et c'est ça qui peut être le plus difficile, puisque aujourd'hui, on est en train de traverser une crise sanitaire monstrueuse et que parfois, tous les sujets annexes ou qui ne sont pas directement liés au traitement ou à la prévention peuvent être remis à plus tard ou mis de côté, alors qu'en fait, c'est maintenant qu'il est temps de les adresser. Et vous le savez aussi, pour faire régulièrement des sessions, interviewer un certain nombre de personnes, vous voyez, c'est aujourd'hui qu'on doit se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand je ne fais qu'inviter des hommes sur des plateaux? Est-ce que je peux aussi trouver ces femmes qui existent et qui ont des choses à dire et qui veulent bien s'exprimer? Comment est-ce qu'on peut aussi s'assurer que dans les hôpitaux, toutes les femmes puissent avoir une opportunité de prendre des responsabilités alors qu'il y a des nouveaux sujets qui émergent aujourd'hui au sein de l'hôpital. Et je pense qu'en anesthésie réa, il y a aussi pas mal de femmes qui auraient des choses à dire. Voilà ce que je vois sur les grands défis. D'accord, merci. Et alors, face à ces grands défis, hein, quelles sont les actions que l'association va mettre en place en 2021 pour adresser ces grands défis? Alors, on a eu beaucoup de débats, je vous avoue, parce que quand le sujet est quand même immense et qu'on a autour de la table, je vous le disais, des médecins, des femmes qui sont responsables administrativement dans des hôpitaux, mais également des personnes qui connaissent bien le sujet de l'égalité homme-femme dans le monde professionnel. Donc, on avait une approche qui était très, très large et on a finalement décidé de faire un focus sur des choses qui étaient jouable dont on pouvait voir un résultat assez rapidement. Donc, on a décidé tout d'abord de médiatiser les chiffres de ce baromètre. Donc, vous allez en entendre parler de façon beaucoup plus large pour essayer d'accélérer la prise de conscience parce qu'il faut que tout le monde réalise que c'est un sujet et qu'il ne faut pas l'occulter. La deuxième chose qu'on va essayer de faire, c'est fédérer en fait notre communauté par des ateliers mensuels en Zoom, hein, parce qu'au départ, on s'était dit, OK, on va faire des réunions ici, là, etc. Ça, c'est pas possible. Et finalement, alors qu'on a stressé au début en se disant comment on va faire en digital, en fait, c'est génial. On pense qu'on est capable de se réunir plus souvent, de façon plus large et autour de thématiques précises. Donc, on va organiser ça autour d'ateliers. La troisième chose qu'on a décidé, c'est d'accompagner les établissements qui souhaitent s'engager dans une démarche égalité professionnelle femmes-hommes. On va leur fournir un kit pratique
qui a été créé par quelques hôpitaux qui étaient déjà engagés dans cette démarche, hein, par exemple le CHU de Béziers, puisqu'on a un directeur d'hôpital qui fait partie de l'association, et une charte d'engagement pour la mixité. Donc, on leur donne ce kit qui est disponible et on leur dit en gros comment ils peuvent penser l'utiliser au sein de leur établissement pour sensibiliser au sujet de l'égalité. Et puis, on va continuer évidemment nos efforts de communication sur les réseaux sociaux où on est déjà actif et on va démarrer un site pour l'association qui va permettre à tout le monde de nous rejoindre plus facilement. On est déjà présent sur Facebook, vous l'avez peut-être vu, on a aussi un compte Twitter où on fait passer beaucoup de messages et où on soutient toutes les femmes aujourd'hui qui s'expriment dans le milieu de la santé. Donc, c'est facile de nous rejoindre. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Il y a une excellente dynamique, un très bon niveau d'échange et de débat. Et voilà, c'est pas. On essaye de ne pas être polarisé parce que je peux vous dire que le sujet est passionnant avec des professionnels de santé qui ont chacun leur expérience et on est là vraiment pour s'écouter mutuellement et se donner des trucs pour essayer de faire avancer les choses, chacun à son niveau. Merci, effectivement, j'invite tout le monde de mon côté aussi à vous rejoindre sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur Facebook pour poursuivre l'actualité de l'association. Merci Emmanuel. Alors, peut-être pour terminer, une dernière question qui s'adresse plus à la présidente de Janssen France. Hein, au sein de Janssen, quels sont les bouleversements qui ont été induits par cette crise pour les femmes, hein, puisque c'est le sujet du jour. Alors, pour les femmes spécifiquement, j'allais dire, enfin, ce que j'ai vu, c'est qu'on a été confrontés de la même façon, et tout le monde le sait, à ce sujet du digital, de comment est-ce qu'on s'organisait chez soi pour travailler à distance. Et je l'ai soulevé tout à l'heure rapidement, mais vous l'avez vu également dans les médias, les femmes se sont senties particulièrement sollicitées pendant cette période-là, du fait de ce qu'on appelle toujours leur rôle multiple au sein, au niveau social, c'est-à-dire qu'elles ont leur rôle professionnel, mais elles assument généralement beaucoup d'autres rôles au sein de la maison. Et donc, ça a créé un niveau de pression qui était absolument énorme. Et je crois que c'est une des slides qu'on n'a pas présentée tout à l'heure, mais on ne va pas la repasser. Donc, moi, ce que je retiens, en fait, c'est la force que j'ai vue parmi ces femmes dans l'entreprise et la nécessité absolument de reconnaître ce rôle complexe qu'elles ont joué. Donc, comme vous, moi, j'ai passé plein de sessions en fait, d'interaction à distance. On avait des personnes qui étaient dérangées par leurs enfants, hein, que ce soit des hommes et des femmes. C'est absolument clair. Donc, on a dû s'adapter. Mais je trouve la caractéristique, pour moi, ce qui compte dans l'accompagnement, c'est en fait pouvoir mettre des mots sur ces choses-là et pas mettre sous le tapis. C'est-à-dire que pouvoir dire aux personnes, je comprends que la pression est forte sur toi, d'arriver à remettre les priorités en disant, tu commences par régler le sujet de ton environnement dans lequel tu évolues et ensuite, on pourra se mettre à travailler tout en leur évitant que ce soit une période dans laquelle elles perdent de l'énergie pour leur développement. Parce que, voilà, ça a été évoqué là, pour arriver à évoluer au sein d'une entreprise, il faut mettre beaucoup d'énergie. Et quand on est happé par des soucis qui sont plus logistiques et techniques à la maison, du coup, on oublie un peu tous les sujets qui sont autour de sa propre promotion. Et ça, il faut arriver à accompagner les femmes, les rassurer, leur dire qu'on ne les oublie pas et qu'on n'est pas en train de faire une parenthèse, mais que tout le monde vit la même chose et être à leur écoute. Donc moi, c'est surtout ça que j'ai fait et j'en ai profité aussi pour donner des signaux forts et plusieurs femmes dans mon équipe ont été promues aussi dans cette période pour dire, voilà, c'est pas parce qu'on passe une période difficile et qu'on est en digital que vous devez vous mettre entre parenthèses. Voilà, donc pour moi, ça a été ce qui est important, c'est tout ce relationnel, cette partie humaine, en fait, qui est encore plus forte à travers la période digitale qu'on traverse. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir répondu à mes questions. Je vous propose de passer maintenant à la partie questions-réponses avec notre auditoire. Alors, je vous rappelle à tous et à toutes que c'est très simple. Pour poser des questions à Emmanuel, vous allez dans l'icône Q et R.
hein, et puis ensuite, on vient piocher dans cette icône et puis je pose les questions directement à Emmanuel. Donc, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions indiscrètes, seules les réponses peuvent l'être, comme on dit. Alors, Emmanuel, je vais commencer par une question de Denise, hein, qui a une question sur justement le rôle des hommes dans votre association, hein, et quel rôle pour les hommes pour justement faciliter, promouvoir, donner de plus en plus de responsabilités aux femmes dans le monde de la santé. Alors, le rôle des hommes dans cette association est fort, comme il doit l'être de façon générale pour que les choses puissent changer. Donc, on dit que quand quelqu'un a un privilège, si cette personne décide de ne pas le partager, alors ça va être la guerre. Et personne ne veut la guerre pour pouvoir obtenir ces privilèges ou en tout cas faire en sorte qu'ils soient partagés. Donc, c'est absolument essentiel que les hommes soient avec nous dans cette réflexion et dans ces actions. Et on a la chance d'avoir plusieurs hommes. Donc, j'ai cité tout à l'heure, on a un directeur d'hôpital qui est le directeur du CH de Béziers. On a également un homme qui représente des cliniques privées. On a également le doyen des doyens qui s'est exprimé et qui vient avec nous et qui fait partie. On a la FHF avec nous qui est représentée aussi par des hommes. Et voilà, donc on est très ouvert et c'est eux en fait qui font partager leur expérience, les difficultés aussi qu'ils ont pour avoir des conversations au sein de leurs établissements et mettre en place des nouvelles politiques. Donc c'est parfaitement ouvert. C'est pas qu'une association de femmes, ce serait la pire chose. C'est une association pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci Emmanuel. Je vais prendre une question de Pauline, hein, qui demande est-ce que chacune de nous peut faire partie de ce groupe et ainsi participer aux ateliers pour le développement professionnel? Oui, tout à fait. Donc, en fait, il faut que vous preniez contact. Vous allez sur la page Facebook de Donner des ailes et vous prenez contact et on vous explique la démarche à suivre. Tout à fait. Ce n'est pas un petit club fermé. Merci. Alors, une question de Naomi, qui est sur le point de rejoindre Janssen en tant que stagiaire marketing. Et elle vous demande que conseillez-vous à des jeunes femmes futures actrices dans l'industrie de la santé qui veulent atteindre des postes à responsabilité, justement sur ces notions d'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle? Alors, moi, je suis de très mauvais conseils. J'ai toujours dit que pour moi, ça n'était pas un sujet voilà, d'être une femme, surtout quand ce sont des jeunes aujourd'hui qui nous rejoignent, qui ont probablement un esprit beaucoup plus ouvert qu'auparavant. Le seul sujet pour moi que j'aime discuter, c'est celui de la maternité, parce que c'est là où on a quelque chose qui est un incontournable, où on fait forcément la différence, parce qu'on a un arrêt dans sa vie professionnelle qui est lié à ce congé maternité. Donc ça, c'est un point qui est clé et qu'il faut arriver à aborder en toute transparence avec son patron à chaque fois. C'est-à-dire que quand on part, on continue à dire voilà où est-ce qu'on aimerait être quand on va revenir. Et on essaye aussi d'organiser son absence en disant voilà, je pense que tel collègue peut me remplacer, peut faire le job, etc. Pour rassurer l'organisation quand on part, même si on n'est pas responsable de tout faire, mais dans le privé, c'est quelque chose qu'on fait de façon très logique. Après, quand on est une femme, effectivement, il y a un certain nombre d'hommes qui disent à un moment, elle va s'absenter. Donc, on veut, et j'en ai vu quelques jeunes qui essaient d'expliquer ah non, moi, je suis très jeune. Et en sous-entendu, elles expliquent je ne pense pas avoir d'enfant tout de suite, etc. Moi, c'est un sujet que je n'aborde jamais, en fait, qui ne m'intéresse pas, qui relève de la vie personnelle et que je trouve tout à fait même déplacé d'aborder à partir du moment où la personne ne vous dit pas je suis enceinte, je vais m'absenter. Parce que pour moi, le sujet, c'est vraiment cette absence ou les difficultés qu'on peut avoir pendant le congé maternité où on est fatigué ou ensuite. Mais quand on est une femme, on doit se dire on est un collaborateur comme un autre et on doit exprimer son envie d'avancer et se dire aussi qu'aujourd'hui, on a une grande chance. L'index qui a été mis au point par Madame Pénicaud, je ne sais pas si vous le savez, mais un des critères qu'il y a, c'est que l'entreprise doit déclarer si elle a bien augmenté les collaboratrices qui ont été en congé maternité comme les autres collaborateurs. Donc, on essaye de ne pas pénaliser la personne qui a été en congé maternité. Donc,
pour moi, voilà, ce sujet, être une femme ou un homme aujourd'hui, c'est plus la difficulté de comment est-ce que je vais évoluer dans l'entreprise. Je sens que le monde évolue très vite et que je dois maintenir mes compétences à jour. Voilà, je suis désolée, je ne veux pas vraiment éluder la question, mais pour moi, voilà, on est dans un monde moderne et il faut qu'on gère le passif qu'on a avec ces difficultés d'égalité. Mais les nouvelles femmes, moi, je compte beaucoup sur elles pour transformer ce monde. Merci Emmanuel. Alors, avant de passer à la question suivante, vous pouvez voir que dans le module, dans l'icône discussion, hein, on a rajouté le compte LinkedIn. Hein, vous avez le lien directement vers le compte LinkedIn de Donner des ailes à la santé. Donc, C'est n'hésitez plutôt pas. LinkedIn, oui, j'ai dit Facebook, mais c'est LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à suivre ce compte. Peut-être une dernière question. Hein, le principe de l'académie, c'est de commencer à l'heure et de terminer à l'heure. Alors, une question qui est assez ouverte, mais est-ce que la situation est différente entre l'hôpital et le monde des biotech, le monde du dispositif ou les labos pharma? Alors, en termes d'égalité professionnelle, Oui, ça, je pense en termes d'accès aux responsabilités, aux postes à responsabilité. ah oui, ça n'a rien à voir. Ah bah écoutez, moi je pense que franchement, vous voyez les chiffres qui ont été présentés dans le baromètre, c'est vraiment ce qu'on voulait souligner. Ça n'a absolument rien à voir. Enfin, je le vis au quotidien, je parle avec des femmes qui travaillent à l'hôpital. Il y a des endroits où je pense qu'il y a un gros travail qui est fait, même dans des pathologies où on pensait voir plus de femmes. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Et je vous parle, vous pouvez parler de la chirurgie. Il y a moins de femmes. Dans certains domaines, elles arrivent à être visibles, à être mises en avant. Mais non, alors là, pour moi, il y a une très, très grande disparité. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ma grande fierté, nous, c'est qu'on arrive à tout équilibrer. Dans mon organisation, j'ai des femmes à 50% dans quel que soit le niveau, c'est pas du tout ce qu'on voit à l'hôpital. Donc, il y a encore beaucoup à faire et à faire évoluer. Et ça ne va pas se faire en attendant hein, par un système passif. Il faut absolument faire bouger les choses et mettre des actions en œuvre. Et c'est pour ça qu'on a besoin des hommes, parce que c'est eux qui vont driver ça, parce qu'ils savent que de toute façon, ça joue positivement pour l'accueil des patients à l'hôpital et le fait d'avoir des femmes aussi qui sont capables de prendre des décisions avec eux, et probablement ils prendront des décisions qui sont meilleures parce que plus représentatives de la population. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Exactement, il y a encore beaucoup à faire. Je pense que c'est un petit peu le bilan hein, du baromètre Ipsos que vous avez présenté et qui peut effectivement, moi que j'ai trouvé personnellement assez choquant Oui, oui. aujourd'hui encore. Il est très choquant. Et la présidente de cette association, hein, c'est une chirurgienne. Donc, c'est une femme dans un centre d'oncologie et qui est vraiment quelqu'un de formidable et qui mène ça tambour battant. Donc, voilà, il y a de très beaux exemples à suivre. Ouais, mais enfin, peut-être pour reprendre ce chiffre, mais quand on voit qu'on a 70% de femmes qui sortent de médecine et puis qu'elles sont, je crois que le chiffre c'était 19% de Oui, PUPH, c'est oui. ça, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ouais. Et voilà, il ne faut pas juste attendre que ça évolue. Il y a un tas de contraintes que je n'ai pas discutées là, mais qui sont des raisons pour lesquelles ça va être très difficile pour elles d'avancer, qui peuvent être des questions administratives au sein de l'hôpital, mais pas que. Et elles ont besoin d'avoir des patrons, c'est actuellement ceux qui sont aux manettes, qui vont les développer et qui vont avoir envie d'avoir des successeurs qui sont des femmes et qui vont accompagner dans leur développement. Et ça, c'est important. Merci Emmanuel. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ou est-ce que tout a été dit? Non, écoutez, moi je pense qu'on traverse tous une période qui est très pénible à beaucoup de titres. Il faut rester très positif parce que je pense que ça a été un déclic. D'abord, le monde de la santé a été mis sur la sellette. Le grand public comprend mieux en fait les enjeux de la santé, que ce soit à l'hôpital, sur le développement des médicaments. Donc il y a plein de choses nouvelles qui permettent de mettre en valeur en fait le domaine dans lequel on exerce aujourd'hui. Il faut s'en servir comme d'un levier. Et je pense que c'est à vous tous aujourd'hui qui écoutez aussi de mettre en valeur les femmes qui, elles, font avancer les choses. Elles sont partout, on l'a dit. C'est elles qui principalement sont des caissières dans les magasins où on a continué à aller, même en confinement. C'est elles qui sont la plupart du temps et des infirmières et les aides-soignantes.
Et c'est elle aussi qu'on veut entendre sur les plateaux télé, où peut-être elle se propagerait moins de polémiques, elle serait moins attachée à leurs égos, et peut-être qu'on aurait des débats qui seraient plus pacifiés. Donc, poussez-les, soutenez-les. Absolument. Ouais. Vous pourrez compter sur nous, Emmanuel. Merci. Euh, Merci infiniment, Emmanuel Quiles, d'avoir accepté d'intervenir ce jeudi sur l'Académie Indivox. Je vous rappelle, hein, l'Académie Indivox, c'est tous les jeudis midi, de midi à midi 30. La semaine prochaine, nous recevrons Laurie Marot, qui est maîtresse de conférence à l'EHESP et qui viendra nous parler des grands défis pour les hôpitaux dans les années à venir. On parlera notamment beaucoup d'écologie, hein, et de l'impact des hôpitaux sur l'écologie. Laurie Marot est une spécialiste de ce domaine. Donc, je vous invite à nous rejoindre jeudi prochain. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent appétit et puis une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.